Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est tellement difficile de mettre en production un véhicule électrique. Le 12 octobre 2019, le constructeur mondialement connu d'aspirateurs Dyson annonçait l'abandon de son projet de voiture électrique. Alors qu'ils s'étaient lancés corps et âme dans le projet et qu'ils avaient investi 2 milliards d'euros, embauché 400 personnes, acheté un centre d'essai, ils abandonnent tout. Pourquoi Sir James Dyson en arrive à ce point-là? Tout simplement parce qu'il estime que son entreprise ne sera pas rentable. Dans l'affaire, Dyson y laisse des plumes, essentiellement financières. En revanche, il récupère dans l'affaire un fabricant de batteries, et surtout de batteries à électrolyte sec. Cette société appelée SACTI 3 continuera à être utile pour développer les futures batteries de ses produits actuels. En ce qui concerne l'automobile, peut-on donner tort à Sir James Dyson? Lorsqu'on regarde des sociétés comme Lucid Motors, qui a bien du mal à faire entrer en production sa première voiture, Faraday Future et NIO qui sont sur la pente descendante tout proche de la faillite, ou un Tesla avec sa Model 3 qui a eu beaucoup de mal à faire augmenter la production. Même les grands constructeurs s'y cassent les dents, comme General Motors avec sa Bolt qui peine à trouver son public. Lorsque l'on sait qu'une voiture électrique est beaucoup plus facile à produire qu'une voiture thermique, qu'elle ne comporte que 11 000 éléments au lieu de 30 000 pour une voiture thermique, on peut se poser la question: qu'est-ce qui rend cette voiture tellement difficile à produire? De plus, les deux pièces demandant le plus de technicité dans une voiture en dehors de l'informatique, ce sont les moteurs thermiques et la boîte de vitesse. Dans le cadre d'une voiture électrique, le moteur est très simple, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus maîtrisé parce qu'on utilise la technologie ailleurs, et une boîte de vitesse, il n'y en a tout simplement pas. C'est juste un différentiel avec un réducteur. Tous ces avantages techniques vont favoriser l'émergence de petits constructeurs. Et c'est ce qu'on a vu arriver. Rivian, Lucid ou Tesla, Faraday Future sont toutes des sociétés qui n'existaient pas il y a quelques années. Que certaines startups chutent, c'est tout à fait normal, c'est dans la logique des choses. Mais que de gros constructeurs se plantent sur la voiture électrique, là on se pose vraiment la question pourquoi. En fait, pour les startups, le plus gros souci, c'est le manque d'expérience et le manque de crédibilité. En effet, il y a un monde entre un prototype et une voiture de série qu'il va falloir produire et vendre. Du coup, maintenant, on va regarder comment industrialiser un véhicule. La première étape du processus, c'est la création d'un prototype. Le prototype va avoir plusieurs fonctions. Il va permettre de clarifier l'ADN de la marque, ce qu'on veut voir apparaître dans la marque, quelles seront les technologies qui vont marquer l'identité de notre future marque, mais également cela va permettre d'acquérir une certaine crédibilité et une certaine visibilité auprès du public. Dans le cas d'une startup, le prototype, c'est le moyen d'attirer de futurs clients ainsi que des fournisseurs et des collaborateurs. Le premier produit d'une marque est généralement un produit de haut de gamme. En effet, il va pouvoir être vendu cher, vendre du rêve, générer de la marge, et également être produit en petite série, ce qui permet de faire un galop d'essai avant de lancer une production en grande série. Tout ceci favorise l'expérience et le développement futur de la marque. Même si le prototype contient déjà tous les éléments, au moins au niveau conceptuel, du produit fini, pratiquement aucune des pièces présentes sur le prototype ne sera réutilisée telle quelle dans la voiture de série. La seule exception est lorsqu'on va produire un véhicule de toute petite série, comme la Rimac ou la Bugatti. Du coup, la startup va devoir modifier son prototype en fonction des contraintes de production. Contraintes qui sont de deux ordres, contraintes techniques, contraintes financières. On commencera à voir apparaître des mulets. Un mulet, c'est un véhicule qui va comporter tout ou partie du véhicule final qu'on va tester et qu'on va modifier puis valider. On va prendre l'exemple de Rivian qui faisait circuler des plateformes de R1T avec une carrosserie de Ford F-150.
Le but, c'est tout simplement de développer la partie mécanique du véhicule sans pour autant dévoiler le design final. On va donc modifier le prototype tout en concevant la chaîne de production. Chaque élément va être essayé, modifié, validé, en même temps que les machines qui vont la produire. Les éléments venant des sous-traitants subissent le même processus. C'est à cette étape qu'on voit réellement la quantité de travail nécessaire à rendre un prototype viable en production de série. C'est pour ça que le processus prend de 3 à 5 ans. De plus, une start-up va devoir trouver des fournisseurs. Et imaginez comment ça peut se passer. Bonjour monsieur le fournisseur, j'aurais besoin de 10 000 trucs comme ça. Ok, je veux bien vous les produire, par contre moi je suis obligé de monter une chaîne de production, qui est-ce qui va me la payer? Bah monsieur le fournisseur, je vous en prends 10 000 et puis je vous en prendrai sûrement 10 000 après. Oui, mais monsieur le client, est-ce que vous allez survivre? Qu'est-ce qui me permet de penser que votre société sera pérenne, que je serai payé des produits que je vais vous vendre, et que ça va continuer? Parce que si je vous produis 5000 éléments sur ma chaîne, ou 100 000, il est bien évident que le prix ne sera pas le même. Et c'est là qu'on comprend que l'image et la crédibilité d'une marque est tout aussi importante que ses valeurs techniques, que son avancement technologique. C'est aussi pour cela que les startups s'arrachent des grands pontes de l'automobile. Des gens qui ont déjà pignon sur rue parce qu'on les connaît. Imaginez qu'on fasse venir un grand directeur de production dans une startup et qu'on lui donne carte blanche pour trouver les fournisseurs. Il va aller voir les fournisseurs qu'il connaît. Il va dire « Monsieur le fournisseur, vous savez bien que voilà, je suis sérieux et que je donne ma caution à cette entreprise, c'est pas pour rien. » Même Tesla a eu recours à des grands pontes de l'automobile traditionnelle, et c'est toujours le cas. Avant de produire sa voiture, il faut également que le constructeur trouve une usine, ou la construise. Aujourd'hui, on voit des gens comme Tesla qui ont repris une usine Toyota General Motors. On voit Rivian qui a repris une usine Mitsubishi. On voit un Lucid Motors qui veut construire une usine et qui a pour l'instant un atelier de développement qui ne lui permet pas d'assembler sa première voiture. Au fur et à mesure de l'avancée, les prototypes se rapprochent de plus en plus du modèle de série. Un beau jour, chaque élément de la chaîne de production a été créé, on va les assembler et on va les mettre en place. Qu'on parle d'une voiture thermique ou d'une voiture électrique, l'assemblage final est généralement le même pour tous. La première étape est l'emboutissage et la fabrication des sous-ensembles qui sont faits en interne, comme le faisceau électrique par exemple, l'assemblage de la caisse en blanc, la peinture et l'assemblage final. Voilà quels sont les 4 éléments qui constituent la production d'une voiture. C'est la structure minimale d'un constructeur automobile. Prenons le cas de Tesla avec la Model S. Lorsqu'ils ont lancé leur chaîne de production, à part l'emboutissage, la fabrication de quelques éléments et la peinture plus l'assemblage final, rien d'autre n'était fait en interne chez Tesla. Puis, petit à petit, eh bien, ils ont commencé à faire de plus en plus de choses en interne. Cela, ils n'auraient jamais pu le faire dès le départ. Lorsque la chaîne est entièrement assemblée et prête à fonctionner, on va la démarrer. Mais on va la démarrer tout doucement, étape par étape. Ce qu'on appelle un démarrage pas à pas. On va faire avancer le cycle de production pas à pas. Et chaque poste de fabrication va être scruté pour être sûr que tout fonctionne comme prévu et que les pièces qui sortent de l'unité de production sont bien conformes à ce que nous en attendions. Lorsqu'on rencontre un défaut ou un problème, on va arrêter la chaîne et ne lancer le pas suivant que lorsque le problème est résolu. Lorsque la première voiture arrive en fin de chaîne, c'est comme si elle avait été faite à la main. C'est alors qu'on va commencer à lancer une petite série qui s'appelle la pré-série. La pré-série, ce sont des voitures où la chaîne démarre doucement. On l'arrête fréquemment parce qu'il y a souvent des problèmes et il vaut mieux les régler à ce stade-là plutôt qu'au moment où la chaîne de production avance beaucoup plus vite. On peut alors lancer une production plus continue, tout doucement au début, et on accélère la chaîne au fur et à mesure. En plus, cela permet de former les personnels. Les premiers exemplaires de cette série sont réservés aux services d'homologation, de contrôle qualité et à la presse. On peut largement imaginer que les produits qui sont sortis de ce début de chaîne sont presque parfaits, ou en tout cas le plus parfait possible, parce que lorsque la presse va prendre en main ces autos, c'est eux qui vont faire l'image du véhicule.
C'est eux qui vont donner la première impression. Et c'est souvent cette première impression qui va rester dans l'esprit du consommateur. Regardez ce qui s'est passé avec la classe A de Mercedes. Un test malencontreux a failli mettre un terme à la carrière de cette auto. Pendant ce temps, la chaîne accélère petit à petit et on va pouvoir approvisionner les points de vente et les premiers clients. Tout au long de sa vie, une chaîne de production évolue, s'améliore, devient de plus en plus efficace. Et la voiture s'améliore parce qu'au fur et à mesure des problèmes, on va faire des modifications qui vont introduire des modifications sur la chaîne de production. Vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est la production en série d'une voiture. Nous pouvons donc mieux comprendre quelles sont les difficultés auxquelles les startups font face. L'inexpérience est souvent la cause de la chute des startups, mais c'est surtout le manque d'image, le manque de crédibilité et le manque de discernement de certains de ses dirigeants qui font qu'une société se plante. Du coup, vous me direz que les constructeurs traditionnels ont de la crédibilité, ils ont les personnes compétentes, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Pourquoi n'y arrivent-ils pas? C'est justement parce qu'ils ont d'expérience. C'est justement parce qu'ils ont un passé qu'ils ont du mal à y arriver. Et ça, on va le voir maintenant. Le premier constructeur à produire une automobile en série est Henry Ford, en 1908, avec la Ford T. Adoptant les techniques de Taylor, le magnat américain a décidé de rendre son véhicule abordable pour tous. Pour ce faire, il devait produire une voiture de bonne qualité, à un prix raisonnable, et du coup, il devait rationaliser la production. Henry Ford est allé très loin dans ce principe de rationalisation. Et un petit exemple va vous l'illustrer. Imaginez Henry Ford qui rentre dans le bureau d'études moteur avec le plan du châssis. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans le bureau d'études moteur avec un plan de châssis? Ça n'a rien à voir. Il faut savoir que les moteurs et les châssis n'étaient pas fabriqués dans la même usine. Et que lorsque les moteurs boîtes étaient assemblés, on les mettait dans une caisse qui ensuite était transportée vers l'usine d'assemblage. On démontait cette caisse pour accéder au moteur et l'installer sur la voiture. Eh bien, Henry Ford, pour rationaliser, a décidé de demander à ses ingénieurs moteurs de concevoir la caisse du moteur de telle manière qu'on puisse réutiliser les planches pour fabriquer le plancher de la voiture. Si ça, c'est pas de l'astuce. En production, il faut savoir que la complexité coûte plus cher que la qualité. Je m'explique. Si vous voulez faire un produit de qualité, vous allez plutôt vous orienter vers des produits de très bonne qualité, mais que vous achetez en grande quantité pour qu'il reste à un prix raisonnable, et vous diminuez le nombre de versions. Donc dans le cadre de la Ford T, Henry Ford a diminué le nombre de carrosseries possibles, le nombre de moteurs, de mécaniques, de châssis, mais également de couleurs. En effet, Henry Ford avait réussi à mettre la main sur un stock de peinture noire de très bonne qualité. C'était de la peinture industrielle et elle répondait parfaitement à ses exigences. Du coup, qui n'a jamais entendu l'expression d'Henry Ford, vous pouvez commander une Ford T dans toutes les couleurs que vous souhaitez du moment que c'est du noir. Au-delà du trait d'humour, on se rend compte que par exemple Tesla a fait exactement la même chose. En diminuant le nombre de couleurs disponibles de 8 à 5, ils ont fait des économies énormes, ce qui ont permis de rentabiliser mieux la chaîne de production. Ça diminue les stocks de pièces, ça diminue le stock de voitures, ça diminue le nombre de choix et ça évite les invendus. Du coup, on constate vraiment que la simplification apporte souvent une meilleure productivité que le fait de prendre des produits de mauvaise qualité. C'est André Citroën qui lance le bal de la production en série en Europe. André Citroën laisse alors libre cours à son imagination et laisse ses ingénieurs innover. On voit arriver du coup la traction avec sa traction avant, sa caisse autoporteuse, le moteur démontable, le moteur porteur. Cette voiture est bourrée d'innovation et pourtant elle a failli faire mourir Citroën. En ayant mal maîtrisé les coûts de développement et les coûts de production, André Citroën a amené son entreprise au bord de la faillite. Elle est alors rachetée par Michelin, qui continue à investir dans l'innovation avec la DS, avec la 2 chevaux, avec jusqu'à la CX, la GS, les moteurs à plat, le moteur à piston rotatif. Enfin,
tellement de choses qu'en fait, Citroën n'était jamais rentable. Michelin perfusait systématiquement l'entreprise pour qu'elle continue à développer de nouveaux produits. Tout ceci s'est arrêté lorsque Peugeot a racheté l'entreprise en 1975. Petit à petit, Peugeot intègre ces technologies dans Citroën et l'innovation disparaît. Mais du coup, la rentabilité apparaît. Et c'est là qu'on se rend compte que les innovateurs créent l'ADN d'une marque, les gestionnaires la rendent rentable. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté ces deux aventures industrielles ? Quel est le rapport avec la voiture électrique? Imaginez aujourd'hui un patron de grande entreprise automobile. Il a investi des milliards pour développer sa gamme de véhicules thermiques. Et elle se vend bien, elle ramène de l'argent. À la demande des pétroliers, et pour faire dans l'air du temps, il a investi dans l'hydrogène. Ce qui est très cher parce que c'est une technologie extrêmement complexe, qui d'ailleurs n'a rien à voir dans l'automobile, mais ça, je vous invite à voir mon épisode, le petit i qui est là-haut, sur l'hydrogène. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, le patron d'une entreprise n'est ni son fondateur, ni son propriétaire. Il va devoir répondre de ses décisions devant un conseil d'administration. Imaginez-le arriver devant le conseil. Bonjour messieurs, dames du conseil d'administration. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on va mettre à la poubelle tous les milliards investis dans les voitures thermiques et les milliards investis dans la voiture à hydrogène pour le remplacer par des milliards que nous allons devoir investir dans la voiture électrique. Vous pensez qu'il va faire quoi en entendant ça, le conseil d'administration? Il va lui dire, toi tu sors, hein. En gros, c'est ça. Hein. Du coup, le patron, comment il va pouvoir contourner la chose? Il va aller voir son conseil d'administration et dire, voilà, j'ai besoin de quelques milliards pour commencer à développer la voiture électrique parce qu'on pense qu'il y a une possibilité pour qu'on arrive à cette solution-là dans l'avenir. Sauf que ça, c'est un processus qui prend un temps fou et qui va aboutir à des résultats comme la Leaf, qui est une bonne voiture électrique, mais qui aurait pu être excellente et surtout remplacer les voitures thermiques. C'est comme ça qu'on arrive à des produits qui sont des produits essentiellement démonstratifs et pas utiles et pas rentables. Aujourd'hui, on peut se poser la question, que faut-il acheter? De l'essence, du diesel, de l'hybride, de l'hydrogène, de l'électrique? Toutes les problématiques existent. Et le choix de chacun sera forcément différent. Mais on va pas le traiter ici, je ferai un épisode de Planète électrique exprès pour ça. Donc aujourd'hui, on sait que ce qui intéresse les conseils d'administration, c'est gagner de l'argent. Et ce sont des gestionnaires prudents et modérés qui vont faire gagner cet argent, pas des innovateurs. Donc il est normal que le conseil d'administration d'une entreprise va automatiquement favoriser la modération et la pondération. D'ailleurs, tous ces constructeurs pensaient avoir le temps pour effectuer le changement. Avant l'arrivée d'Elon Musk, il était clair que les constructeurs se disaient qu'ils avaient encore au moins 50 ans avec les voitures thermiques et au moins 50 ans avec les voitures hybrides, et que on pouvait estimer que dans un siècle, on pourrait commencer à parler de voitures électriques. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Deux choses ont changé la perception que l'on peut avoir de l'automobile. La première, c'est le réchauffement climatique. On a tous constaté des changements dans notre climat. On a tous constaté qu'il y a de plus en plus de réactions de la nature à notre comportement. Et aujourd'hui, cette prise de conscience s'est faite grâce à des personnalités comme Al Gore ou Leonardo DiCaprio. Le deuxième facteur qui favorise aujourd'hui la voiture électrique, c'est une bévue de la part de General Motors. En fait, General Motors a voulu prouver que la voiture électrique, ça marchait pas. Donc ils ont créé la GM EV1, qui a été une super bagnole, qui a été adoptée facilement en Californie par des personnalités qui ont voulu garder les voitures lorsque GM a dit c'est bon, stop, on arrête tout, c'est pas bien la voiture électrique. Et plein de gens ont voulu la garder, contredisant ce que disait GM. GM est allé au bout des choses, ils ont ramassé les bagnoles, ils les ont écrabouillées, et ça a donné une énorme frustration. Des gens ont décidé de produire des petites séries de voitures électriques et de faire des trucs marrants avec les moteurs électriques. Il y a une société qui s'appelle T0 qui s'est créée comme cela, et qui avait besoin d'argent pour monter au niveau industriel. Ils ont rencontré un mec qui s'appelait Elon Musk, et Tesla était né. Sans ces deux ruptures environnementales et économiques, les constructeurs automobiles traditionnels couleraient des jours heureux. L'autre facteur qui n'a pas favorisé la prise au sérieux de la voiture électrique sont tout simplement les frasques d'Elon Musk. Lorsque Musk se comportait un peu comme un gamin, comme un geek, du coup ses concurrents ne le prenaient pas au sérieux. Et c'est le jour où on a commencé à voir les Model 3 inonder le marché que certains ont pris conscience du fait qu'il s'était fait doubler. Est-ce que Musk avait prévu ça d'avance? J'en sais rien du tout.
Mais en tout cas, c'était bien joué. Certains constructeurs avaient quand même flairé un peu l'affaire. Donc Kia Hyundai avait un peu bougé, Nissan, Renault avait bougé également. Par contre, le constructeur qui a été le plus clairvoyant, c'est celui auquel on s'attendait le moins. C'est le groupe Volkswagen, le groupe VAG. En effet, ils étaient en pleine débâcle avec le Dieselgate. Imaginons ce qui a pu se passer dans la tête des dirigeants de Volkswagen. Si on voulait faire oublier le Dieselgate, il n'y avait qu'une seule solution. C'était de créer une rupture. Et c'est comme ça que finalement Volkswagen a pu débloquer les fonds suffisamment importants pour l'apparition d'une gamme entièrement électrique chez toutes ces marques. Se rappellera-t-on du Dieselgate lorsque l'on parlera de Volkswagen? Non, on parlera de voitures électriques, écologiques, vertes, voilà. Mais on parlera plus du Dieselgate. Et ça, c'est super bien joué. Ils ont en plus commencé les choses par le bon bout. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par lancer des produits de haut de gamme à image, comme l'Audi e-tron ou la Porsche Taycan. Vous voyez que le sujet est vaste, mais globalement, on a compris maintenant pourquoi il est tellement difficile de produire une voiture électrique. C'est soit parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on doit tout apprendre, soit d'un autre côté, parce qu'on sait trop de choses et qu'il faut en désapprendre pour pouvoir bouger et évoluer. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Bonne route, soyez prudents et je vous dis ciao, à bientôt.